Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue dans notre chapitre 9, quantité de matière et stoichiométrie, avec peut-être le seul TP de la continuité pédagogique que vous pouvez faire chez vous, qui s'intitule Comment gonfler un ballon avec du vinaigre. Alors pour les courageux qui ont tout ce qu'il faut à la maison, j'espère que vous allez le faire, c'est pas très compliqué. Évidemment, on prend les précautions qui s'imposent, mais ça, je compte sur vous. Alors, le but de ce TP est d'identifier un réactif limitant à l'aide d'observations expérimentales, donc ce qu'on fait toujours en chimie, souvent, à l'aide donc d'une transformation chimique. En même temps, c'est une transformation chimique, vous allez voir que vous avez déjà rencontré sans le savoir, puisque c'est ce qui se passe quand on utilise de la levure dans un gâteau. Et on se demande aussi, c'est l'intérêt de ce TP-là, si l'état initial, c'est-à-dire ce qu'on met au départ pour faire notre transformation, est-ce que ça a une incidence sur l'état final? Bon, alors, vous avez peut-être une hypothèse à formuler là-dessus, évidemment. Et est-ce que ça a une importance aussi sur la nature du réactif limitant? Est-ce qu'on peut faire varier la nature du réactif limitant en changeant l'état initial du système? Alors, on y va avec les documents qui vous étaient donnés. Alors d'abord, la transformation chimique qu'on va étudier. Donc c'est une transformation chimique qu'on peut rencontrer, alors pas tout à fait celle-là, mais une qui ressemble, quand on fait gonfler les gâteaux en rajoutant de la levure chimique, puisqu'en fait une poudre à lever, donc ce qu'on appelle de la levure chimique, est utilisée pour faire gonfler les gâteaux et elle est constituée d'une espèce basique et d'une espèce acide. D'accord? Et quand on mélange la levure avec de l'eau, tout se mélange, d'accord? En gros, tout se dissout. Les espèces acides et basiques vont réagir ensemble et produire du dioxyde de carbone, donc un gaz, et ça va gonfler. Voilà, c'est à cause, ou plutôt grâce à ce gaz qui est dégagé, qu'on fait lever la pâte. D'accord? Au passage, j'ai des droits sur cette photo puisque c'est un gâteau que j'ai fait moi-même. Voilà, donc j'ai pas de problème de droit. Ensuite, alors la transformation qui a lieu en pâtisserie avec la levure chimique, là on va la réaliser en laboratoire avec, alors pas le même acide, d'accord, que celui que vous avez dans la levure, mais de l'hydrogénocarbonate de sodium comme base de formule NaHCO3, plus vulgairement appelé bicarbonate de soude, d'accord, qu'on peut trouver dans le commerce. Et nous, on va utiliser comme acide un acide qu'on peut trouver dans le commerce, donc l'acide éthanoïque de formule CH3COOH ou C2H4O2, si on veut écrire la formule brute correctement. Et ça, ce sera notre espèce acide. Et cette espèce acide, on la trouve dans le vinaigre. D'accord? En particulier dans le vinaigre blanc, puisque le vinaigre blanc, d'abord c'est facile parce que ce n'est pas coloré pour notre expérience, et surtout le vinaigre blanc est en fait une solution aqueuse d'acide éthanoïque. Donc c'est de l'acide éthanoïque solubilisé, dissous dans de l'eau. Mais c'est pour ça que vous avez un aqueux ici, puisque nous on va l'utiliser en solution aqueuse. Alors, je vous donne l'équation de la transformation chimique ici. Le bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonate de sodium va réagir avec notre acide éthanoïque. Alors, c'est une poudre blanche, le bicarbonate de soude, avec l'acide éthanoïque qui, lui, est en solution aqueuse. Ça va nous donner des ions Na+, on est toujours en solution aqueuse, plus des ions qu'on appelle éthanoate, CH3COO-. Vous voyez, c'est un ion, il y a une charge, toujours en solution aqueuse. Du dioxyde de carbone qui permet de faire gonfler et de l'eau. Et oui, l'eau est ici un produit qu'on récupère à la fin de la réaction chimique. Il y en avait déjà un au départ. Alors donc, si on fait l'analogie, en cuisine, nos ingrédients, alors ce qu'on peut trouver dans la levure, c'est de l'acide tartrique et non pas de l'acide éthanoïque, du bicarbonate de sodium, donc le même que nous, et on peut avoir d'autres choses comme de l'amidon de maïs, ça ressemble à de la farine. Ok ? Et nous, au laboratoire, c'est de l'acide éthanoïque comme espèce acide à la place de l'acide tartrique et du bicarbonate de sodium pour l'espèce basique. D'accord ? Ensuite, le document 2, alors c'est le protocole expérimental pour la mise en œuvre de la transformation chimique. Alors à l'aide de matériel qu'on utilise évidemment en laboratoire, pipette jaugée ou éprouvette, Erlenmeyer, etc., etc. Nous, chez vous, et la vidéo que je vous propose, on va faire ça à la maison. C'est-à-dire qu'on va remplacer les pipettes jaugées avec ce qu'on a. Alors moi, par exemple, j'utilisais des pipettes pour les médicaments pour enfants. Mais on peut aussi le faire comme on peut, en versant ou si on a des petits récipients qui mesurent les volumes. D'accord. Erlenmeyer, moi, ça va être des petites bouteilles en plastique de 50 centilitres.
Ensuite, le chou rouge, on va fabriquer du jus de chou rouge. Donc ça, on va expliquer comment. D'accord. Pour peser, soit on a des balances suffisamment précises, on peut mesurer dans des petits récipients. Soit je vous ai donné avec des cuillères à café, cuillères à soupe, etc. Et il nous faut un ballon. Bon, ça, pas de problème. Hein. Le ballon, vous en avez sûrement tous chez vous. D'accord? Donc, le matériel qu'on aurait eu au laboratoire, le voilà. Et je viens de vous dire par quoi on va le remplacer à la maison. Et alors, les données intéressantes. D'abord, le vinaigre, je vous l'ai dit, est une solution aqueuse d'acide éthanoïque. Donc, c'est de l'eau avec l'acide éthanoïque. Le jus de chou rouge qu'on va fabriquer, donc à partir de feuilles de chou rouge, contient, alors c'est intéressant, un indicateur coloré acido-basique. Ça veut dire quoi? C'est une espèce chimique contenue dans les feuilles du chou rouge qui change de couleur en fonction du pH. Et ici, pour le chou rouge, alors c'est bien parce que c'est un indicateur coloré qu'on peut avoir naturellement, qu'on peut trouver dans le commerce. Ce sera rose en milieu acide. Donc par exemple, si je mets du vinaigre avec le jus de chou rouge, j'aurai une solution rose. Si par contre je suis en milieu basique, ce sera bleu. D'accord? Alors milieu basique par exemple, le déboucheur pour évier, c'est un milieu basique, c'est basique. Donc si vous mettez un déboucheur pour évier avec du jus de chou rouge, vous aurez une solution bleue. Pareil, l'hydrogénocarbonate de sodium, c'est une espèce acide. Donc si vous mettez du jus de chou rouge avec du bicarbonate de sodium sans rien d'autre, ça vous donnera une solution bleue. Alors on y va. Première chose, on vous demandait de vérifier que l'équation de la réaction est correctement ajustée. Alors ce qui serait bien, c'est que soit vous avez essayé de faire tout seul le TP, et ensuite vous regardez la correction, soit à chaque question ici, vous essayez d'abord tout seul, et ensuite vous regardez la correction. Donc, vérifiez que l'équation de réaction est correctement ajustée. Alors, je vais prendre d'un côté les réactifs, de l'autre côté les produits. Je vais prendre tous les éléments chimiques. Alors, on a du sodium, Na, on a de l'hydrogène, on a du carbone et on a de l'oxygène. D'accord? Donc, pareil de l'autre côté, dans le même ordre, Na, H, C et O. Et on compte combien on en a. Alors, du sodium, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un. On ne compte pas les charges pour l'instant. L'hydrogène, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'ici, il y en a 3. Donc 5 hydrogènes de ce côté-là. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5 également. Pas de problème pour l'hydrogène. Le carbone, 1, 2, 3. 3 carbones du côté des réactifs. Du côté des produits, 1, 2, 3 également. Pas de souci pour le carbone non plus. Il nous reste l'oxygène. Attention ici, O3, donc j'en ai 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5. 5 oxygènes. Du côté des produits, 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 2 et 5. Donc, on s'aperçoit qu'au niveau des éléments chimiques, on est bon des deux côtés. On a autant d'éléments chimiques de chaque sorte du côté des réactifs que du côté des produits. Il faut vérifier les charges. Ici, il y a 0 charge. D'accord? Il n'y a pas de charge électrique, c'est neutre. Ici, j'ai un plus, un moins. Donc, ça fait bien 0 charge également. Donc, cette équation est bien équilibrée. Pas de souci. On continue. Complétez le schéma ci-dessous en indiquant les espèces chimiques présentes dans l'état initial et dans l'état final et donnez le nom des réactifs et des produits. Alors oui, parce qu'il peut y avoir des espèces qui sont là mais qui ne sont ni réactifs ni produits. Alors on y va avec l'aide de l'équation chimique. Au départ, on a quoi? On a l'hydrogénocarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. D'accord? Et on a CH3COH, l'acide éthanoïque. Alors pourquoi il y a un troisième emplacement? Parce que l'acide éthanoïque est aqueux. Ça veut dire qu'on est en solution aqueuse. Donc on a évidemment de l'eau. Donc le bicarbonate de soude, il est solide. D'accord? L'acide acétique, il est en solution aqueuse, il est aqueux. Et l'eau, c'est le solvant liquide. D'accord? Ensuite, entre les deux, il se passe une transformation. Donc je vais abréger chimique. Donc vous écrivez transformation chimique. À l'état final, on a quoi? On a des ions Na+, d'après l'équation aqueux. On a des ions éthanoates, CH3, CO, O-, aqueux. On a du dioxyde de carbone gazeux, donc CO2 gazeux, et on a de l'eau.
liquide. D'accord? Alors, on nous demande ensuite de repérer qui sont les produits et qui sont les réactifs. Alors, on y va. Les réactifs. Déjà, ça va être de ce côté-là. Qui va réagir avec qui? Et qui n'est pas un réactif? Bah, ce qui n'est pas un réactif, c'est l'eau. L'eau ici n'intervient pas. Hein, vous ne l'avez pas dans l'équation de la réaction. Donc, H2O n'est pas un réactif. Par contre, le bicarbonate NaHCO3 solide est un réactif. Et CH3COOH, l'acide éthanoïque, est un réactif également. D'accord? Aqueux. L'eau, c'est un solvant. C'est celui qui solubilise l'acide éthanoïque. Ça n'est pas un réactif. Pour les produits, qu'est-ce qu'on a? On a Na+, qui serait ici. Alors, on va regarder. Alors, il est dans l'équation de la réaction. On va regarder si c'est vraiment un produit. Alors, je vais quand même le mettre. Hein. Na+, d'accord? Plus CH3CO-, donc l'ion éthanoate, qui n'était pas là au départ, plus CO2 et H2O. D'accord? Donc, a priori, vous avez écrit ça. Alors, je vous demande, y a-t-il une espèce spectatrice? Si oui, laquelle? Alors, attention, c'est un petit piège ici, parce que si vous avez écrit ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il se trouve que vous avez peut-être remarqué qu'il y a une espèce chimique qui est là au début et qui est là à la fin. D'accord? Mais qu'on ne voit pas bien. Alors, c'est qui? C'est Na+. Na+ est là à la fin, ici, et il est également là au début. Parce qu'en fait, NaHCO3, c'est quoi? Donc ça là, c'est un solide ionique qui contient des ions Na+, et des ions HCO3-. Donc ça veut dire que l'ion Na+, il était déjà là dans le bicarbonate de sodium, d'accord? Il était là, le Na+, et il est là à la fin. Et il y en a autant au début et à la fin. Donc en fait, l'espèce spectatrice, c'est l'ion Na+. Na+, bah, il n'est pas consommé et il n'est pas formé. Mais comme on a mis que NaHCO3 en entier était le réactif, et c'est le cas puisque c'est le solide blanc, bah, il apparaît quand même dans l'équation de la réaction. D'accord? Mais en vrai, c'est une espèce spectatrice parce qu'il ne lui arrive rien. Ok? Mais bon, c'est pas du tout faux, hein, il fallait écrire ça, hein, mais bon, il faut nuancer un petit peu ici. Alors ensuite, on vous demandait de réaliser l'expérience, donc si vous le faites ou vous l'avez fait chez vous, c'est super, avec deux états initiaux, c'est-à-dire qu'on va faire deux expériences différentes. La première, on va prendre une masse de 2 grammes, alors dans les deux cas, on prend 2 grammes à peu près. Alors je vous ai dit, hein, si vous avez de quoi peser 2 grammes, c'est très bien, sinon une cuillère à café, ça suffit. Donc 2 grammes d'hydrogénocarbonate dans les deux cas. C'est le volume de vinaigre qui va changer. On va mettre 5 ml dans la première expérience, d'accord, et 50 ml dans la deuxième expérience. Donc pareil, si vous avez de quoi mesurer 5 ml et 50 ml, des petits verres doseurs, des choses comme ça, très bien. Sinon, avec des cuillères à soupe, hein, vous avez mis combien ça faisait à peu près en cuillère à soupe. Alors, on y va avec la vidéo que je vous avais demandé de regarder. Hop, donc on change d'écran. On est là. Ok. Alors, on y va avec la vidéo que je vous avais donnée. Donc, comment gonfler un ballon avec du vinaigre. Donc, je vais commenter puisqu'il n'y avait pas de son, évidemment. Donc, voilà tout ce dont vous avez besoin. Et là, les feuilles de chou rouge qu'on fait infuser dans de l'eau. Donc, on fait chauffer dans de l'eau. On fait attention, hein, bien sûr. Et on filtre ou on enlève, on prend juste le jus. Et normalement, vous avez un jus violet dans l'eau du robinet. Hein, d'accord? Alors, juste on arrête 2 secondes. Ici, j'ai fait des tests. Ça, c'est le jus de chou rouge dans l'eau du robinet. D'accord? Donc, c'est violet. Si maintenant, je mets en milieu basique, alors par exemple, hein, j'ai dissous un peu d'hydrogénocarbonate de sodium, j'obtiens une solution bleue. D'accord? En milieu acide, donc par exemple en rajoutant du vinaigre, j'obtiens une solution rose claire. D'accord? Donc, retenez bien ces couleurs, hein, puisque ça va vous servir évidemment après. Ensuite, alors le premier état initial où on met 2 grammes et 5 ml de vinaigre. Donc je prends, alors moi j'avais des petits verres doseurs, donc je mets le vinaigre dans la petite bouteille en plastique qui me sert de bécher. Ensuite, avec une seringue que j'avais, mais alors là c'est, voilà, je mets une seringue de jus de chou rouge, donc vous voyez c'est rose puisque c'est en milieu acide avec le vinaigre. Ensuite, j'ai fabriqué un petit entonnoir en papier, d'accord, je pense que vous pouvez faire ça pour ne pas en mettre à côté. Je mets
mon bicarbonate de soude. Et alors tout de suite, le plus rapidement possible, dessus, je mets le ballon. Alors, on regarde ce qui se passe. Alors, vous voyez qu'il y a un petit dégagement gazeux, hein, d'accord, et que le ballon se gonfle. Mais alors, bon, pas des masses. Alors, j'agite un peu. Alors, on voit que le ballon s'est gonflé, hein, un petit peu. On voit toujours qu'on a une effervescence. Et on voit que la couleur change. On commence à voir un peu de violet, voire du bleu, d'accord. Si on se rapproche, on voit que ça devient bleu, la solution, et qu'il reste du solide blanc. Tout n'est pas, on le voit sur la bouteille, on le voit au fond de la bouteille, il reste du solide blanc et le ballon, bah, il s'est gonflé, mais pas trop. Alors là, on agite, hein, pour accélérer un petit peu la réaction et on voit qu'on a encore un dégagement gazeux. Alors à quel moment la réaction sera terminée? On pourra dire qu'on est à l'état final, bah, quand il n'y a plus de dégagement de CO2, donc quand il n'y a plus de dégagement gazeux, il n'y a plus d'effervescence. Là, on y est, hein. La solution devient bleue et il reste, vous le voyez, beaucoup d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc voilà pour l'état initial numéro 1. Ensuite, l'état initial numéro 2. On notera après, hein, ce qu'on a observé. Alors, l'état initial numéro 2, je prends 50 ml de vinaigre avec un verre doseur. Je mets une seringue de jus de chou rouge. Voilà. Ensuite, avec mon petit entonnoir en papier, je rajoute mon hydrogénocarbonate de sodium et rapidement, je mets le ballon dessus. Alors là, on voit que ça gonfle. Il y a un très gros dégagement gazeux, donc une belle effervescence. Le ballon gonfle évidemment beaucoup plus que tout à l'heure. Alors, j'agite également pour accélérer la réaction. Alors là, ça reste rose, hein, pour l'instant. On est bien. Le ballon est bien gonflé. L'effervescence continue. On agite. Et ensuite, on va regarder. Alors là encore, la réaction sera terminée quand il n'y aura plus d'effervescence. Alors, on voit que la solution reste rose. On a l'impression, hein, on regarde bien, mais il n'y a plus, vous le voyez, hein, il n'y a plus de solide. D'accord, donc tout a réagi. On voit bien, c'est pas comme tout à l'heure. La solution reste rose et il n'y a plus de solide dans la solution. Donc tout a été consommé. D'accord. Donc, et le ballon, hein, au final, est bien gonflé. Donc voilà pour la petite vidéo. Alors, on retourne sur nos petites questions. Alors, au niveau des questions que je vous proposais, je vous demande de noter les observations dans le tableau ci-dessous. Donc, couleur finale de la solution, présence ou non d'un solide, importance de l'effervescence. Alors, on y va. Ici, on a une effervescence moyenne. D'accord? Déjà. Ici, désolé encore pour l'écriture, hein, une effervescence importante. Donc, moyenne, importante dans l'état numéro 2. La couleur de la solution à la fin. Dans l'état numéro 1, la solution devient bleue. Dans l'état numéro 2, la solution reste rose. Au niveau de l'état numéro 1, il reste du solide. Donc, il reste de l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors que dans l'état numéro 2, il n'y a plus de solide. Plus de solide. Totalement consommé. Il n'y a plus de solide. D'accord? Donc, voilà pour les observations que vous avez dû faire. On continue. Pour quel système le ballon est le plus gonflé? Bon, alors ça c'est vu, hein, c'est l'état numéro 2 sans souci. C'est lui où on a le ballon qui est le plus gonflé. À quel gaz est due l'effervescence? Bon, ça c'est facile. Si on reprend l'équation de la réaction, on a dit, hein, voilà, c'est CO2, le gaz qui se dégage. Donc, le gaz qui se dégage, c'est du dioxyde de carbone, CO2. Donc, le nom, hein, attention, dioxyde. Pourquoi dioxyde? Parce qu'il y a 2 atomes d'oxygène, de carbone, puisque c'est du carbone que vous avez ici. Alors, proposer un test pour le prouver. Alors là, on en a déjà parlé, vous avez dû déjà le voir. Le test pour prouver la présence de CO2, donc de dioxyde de carbone, c'est le test à l'eau de chaux. Alors, c'est quoi le test à l'eau de chaux? On va le regarder, hein. Je vous ai préparé une petite vidéo.
hop, là encore, on va essayer de... Voilà. Alors, voilà un petit test avec l'eau de chaux. On a deux petits récipients dans lesquels on met de l'eau de chaux. Et normalement, l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc, on va boucher un des deux récipients et on va souffler, puisqu'on sait que nous, on dégage du dioxyde de carbone. Alors, ça peut être l'objet justement, ça peut être fait pour le prouver. Mais on souffle dans le deuxième récipient pour voir ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? L'eau se trouble. L'eau de chaux se trouble. Ça veut dire qu'il y a du dioxyde de carbone rejeté par l'homme. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on prenne le contenu de notre ballon. Donc normalement, notre ballon contient du dioxyde de carbone. On ferme le ballon. Alors on l'aurait fait si on avait pu. On ferme le ballon. On le met au bout d'un tube à dégagement ou d'une paille, hein, ça pourrait marcher. On ouvre tout doucement le ballon et on le fait buller dans l'eau de chaux. Si l'eau de chaux se trouble, donc ça forme un précipité très fin, hein, blanc. Si l'eau de chaux se trouble, ça veut dire que notre gaz dans notre ballon était du dioxyde de carbone. D'accord? Donc on fait ça si on a de l'eau de chaux. Alors l'eau de chaux, c'est très difficile de la fabriquer correctement, hein. J'ai essayé à la maison avec de la craie, mais c'est très compliqué parce que c'est des particules très fines. Et en fait, on n'arrive pas à avoir une solution limpide. Donc, bon, c'est un petit peu compliqué. Alors, bon, ça aurait marché ici, hein, si on l'avait fait en classe. Alors, le but de tout ça. Qui est le réactif limitant dans l'état numéro 1? Alors, je vous ai remis. Dans l'état numéro 1, on a une solution bleue à la fin. Il reste du solide et une effervescence moyenne. Le ballon gonfle peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il reste du solide, ça veut dire qu'il reste de l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc ça, il en reste à la fin. Si la solution devient bleue, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les données, on nous dit que le jus de chou rouge est bleu en milieu basique. Ça veut dire quand il n'y a plus d'acide. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire si la solution est bleue? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'acide. Donc, il n'y a plus d'acide éthanoïque, CH3COOH. Il n'y en a plus. D'accord? Donc, si on regarde l'équation de la réaction, je l'ai remise ici. Il reste NaHCO3, mais il n'y a plus de CH3COH. Donc, qui est le réactif qui est limitant? C'est le réactif qui a totalement disparu. Qui est le réactif qui a totalement disparu ici? C'est CH3COOH, le réactif limitant. Il n'y en a plus à la fin. D'accord? Puisqu'on est en milieu basique, la solution est bleue et qu'il reste du solide. D'accord? Pour le deuxième cas, donc je vais juste enlever, s'il veut bien, voilà, donc j'enlève tout ça pour pouvoir faire la deuxième démonstration. Si on est dans le deuxième cas, la solution était rose et il ne reste plus de solide. Donc s'il ne reste plus de solide, ça veut dire qu'il n'y a plus de NaHCO3 qui était le solide. D'accord? Donc lui, il n'y en a plus. OK? Et la solution est rose. La solution rose, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens ici. C'est rose en milieu acide. Donc, ça veut dire qu'il reste de l'acide. Il reste CH3COOH. D'accord? Donc, cette fois-ci, qui est le réactif limitant? Qui est celui qui a totalement disparu? C'est lui. C'est lui le réactif limitant, puisqu'il n'y en a plus à la fin. D'accord? Il reste CH3COH et il n'y a plus de NaHCO3. Donc le réactif limitant, c'est l'hydrogénocarbonate de sodium. D'accord? Donc expérimentalement, comme ça, on a réussi à déterminer qui était le réactif limitant. Alors maintenant, au niveau de ce qu'il va falloir pouvoir faire, c'est-à-dire sans pouvoir faire l'expérience, si on nous donne les quantités de matière au départ des différents réactifs, il faut être capable de dire qui sera le réactif limitant. Donc, il faut être capable de prévoir qui sera le réactif limitant à la fin, avant de faire l'expérience. Alors, je vous demande de vérifier à l'aide de ces quantités de matière dans l'état initial numéro 1 et dans l'état initial numéro 2, la nature du réactif limitant. Alors, on y va. Premier cas, donc on est là, on est dans l'état numéro 1. On a 0,024 mol de NaHCO3 au départ et 0,0067 mol de CH3COH au départ.
Alors, grâce à l'activité sur Rends-moi ma pizza, on sait ce qu'il faut faire pour savoir qui est le réactif limitant. Il faut faire la quantité de matière du réactif, donc ici NaHCO3, sur son coefficient stoichiométrique. Ah bah ici c'est 1, il n'y a rien. D'accord? Ça fait 0,024 mol. Donc là, je suis dans l'état numéro 1. D'accord? Ensuite, je fais pareil avec le deuxième réactif. Ni de CH3COOH sur son coefficient stoichiométrique. Ah bah c'est 1. D'accord? Tac. Donc ça fait quoi? D'après ce qu'on me dit, ça fait 0,0067 mol sur 1. Donc bah c'est ça. Ensuite, comment je fais? Bah, je compare les deux. Bah, ici, on voit que 0,0067 mol est inférieur à 0,024 mol. Donc ça veut dire que Ni de CH3COOH sur son coefficient stoichiométrique est inférieur à Ni de l'autre réactif, NaHCO3, sur son coefficient stoichiométrique. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui sera le réactif limitant. Donc ça veut dire que c'est celui qui a ce rapport-là le plus petit qui est le réactif limitant. Donc, moi je n'ai pas entouré ce qu'il fallait. C'est lui, du coup, le réactif limitant. D'accord? Donc, est-ce que ça marche? On va tout de suite répondre. Hein. Est-ce que ça colle avec ce qu'on avait trouvé expérimentalement? Bah, dans l'état numéro 1, on avait dit que c'était CH3COH, le réactif limitant. D'accord? C'était lui, le réactif limitant. Donc, on retrouve bien la même chose ici. D'accord? Alors, on va faire la même chose avec l'état numéro 2. On va tout effacer. Voilà. Alors, l'état numéro 2, hop, c'est celui-là. Alors, on a une quantité de matière initiale de NaHCO3 de 0,024, donc c'est la même chose. Donc, Ni de NaHCO3 sur son coefficient stoichiométrique, c'est 1 toujours. Bah, ça fait toujours 0,024 mol. Et par contre, Ni de CH3COOH sur son coefficient stoichiométrique qui est toujours 1 égale cette fois-ci 0,0 oh là 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 67 mol. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit que cette fois-ci, ça change. 0,067, c'est supérieur à 0,024. Donc ici, on arrive à Ni de NaHCO3 sur son coefficient stoichiométrique et qu'est-ce que je dis? Inférieur cette fois-ci, pardon, à Ni de CH3COOH sur son coefficient stoichiométrique. C'est de pire en pire l'écriture. Voilà. Donc du coup, qui est le réactif limitant? Bah, c'est celui qui a le rapport entre sa quantité de matière initiale et son coefficient stoichiométrique le plus petit. Donc c'est lui là, c'est 0,024. Donc c'est NaHCO3, le réactif limitant. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé dans l'état initial numéro 2. Il ne restait plus de solide. Donc le réactif limitant, c'était bien NaHCO3. Donc ça marche bien. Donc tout ça pourquoi? Bah pour dire que si on vous donne des quantités de matière initiale pour une transformation chimique et l'équation de la réaction, vous pouvez en théorie trouver qui sera le réactif limitant. D'accord? Et ensuite, bah, si vous faites l'expérience en utilisant ces quantités de matière, celles qui vous sont données, vous pouvez vérifier qu'on retrouve bien les mêmes réactifs limitants. Ou alors, vous faites les expériences et vous voyez qui sont les réactifs limitants. Et ensuite, vous vérifiez avec la théorie si ça fonctionne. Voilà, voilà. J'espère que c'est clair. Cette partie-là est très importante aussi en chimie, hein, pour l'étude des transformations chimiques. Et en particulier pour ceux qui continueront l'année prochaine, puisque c'est la base, hein, de la chimie, l'étude des transformations chimiques et des quantités de matière qu'on va avoir au départ et récupérer à la fin. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Bon courage à tous.